Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'info, une info qui va commencer avec Kim Côté. Bonjour, Kim. Bonjour, Stéphane. T'arrives de où? Là, on va te présenter, mais t'arrives de où ce matin? De ton bureau? Du bureau à Nicolet. Nicolet, parce que Oui. toi, tu es la directrice générale de Micro-Entreprendre. Nicolet. Pas Nicolet. Non, non. J'ai dit, je dirais pas ça. J'ai fait un blocage. Centre du Québec. Nicolette. Donc, c'est régional. C'est régional, organisme Bon. régional. Puis, je profitais de l'occasion de te rencontrer parce que là, j'ai vu un communiqué Eh oui. de presse où on avait souligné les 5 ans de micro-entreprendre. Toi, tu es arrivé dès le départ. Oui, dès le départ. OK, ça a Effectivement. commencé quand tu étais là. Bien, juste... Presque au départ. presque au départ. C'est quoi la mission? C'est pourquoi que ça a été mis en place, ces micro-entreprendre? Parce qu'on a un ici, dans notre région, Oui. mais il y en a-tu un systématiquement dans chacune des régions administratives? Tout à fait. En fait, OK. à travers le Québec, il y a 20 organismes OK. différents qui desservent du microcrédit. OK. Dans notre cas, on est connu sous le nom de Micro-entreprendre Centre du Québec. OK. Et donc, on a fait ça pourquoi? C'est quoi la mission? Tu parles de microcrédit. Explique-moi, c'est quoi ça, du microcrédit? Microcrédit entrepreneurial. En fait, on a une mission toute simple qui touche évidemment l'entrepreneuriat. C'est de permettre à chaque personne qui a une intention d'entreprendre d'avoir accès à un service pour développer son idée, son projet d'affaires, voir si c'est réalisable, est-ce que ça correspond à ses souhaits, les qualités entrepreneuriales. Donc, on couvre assez large. Puis sinon, le microcrédit, c'est un effet levier. C'est encore une fois pour de l'inclusion, mais cette fois-ci de l'inclusion financière pour les entrepreneurs. Ça s'adresse à ceux qui ont peu ou pas accès au crédit financier. Au crédit traditionnel. OK. Parce qu'exemple, on peut avoir accès à du love money. Y a-t-il un terme français pour ça? Exemple, je me pars en affaires, ma mère va m'aider. C'est ça, mon frère, la famille, oui. Donc, c'est ça, mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas de réseau comme ça. Puis il y a peut-être des gens dans leur réseau qui veulent pas, qui n'ont pas les moyens de contribuer ou ils ne veulent pas. C'est pas obligé non plus. Tout à fait. Donc, pourquoi ces gens-là ne vont pas, exemple, dans une institution financière? C'est pas qu'ils y vont pas, au contraire, parce que OK. de notre côté, notre mission, c'est de desservir ceux qui ont peu ou pas accès, mais on demande d'aller valider quand même pour OK. bien réaliser notre mission. Puis, ceux qui ont peu ou pas accès pour leur projet d'affaires, il y a plusieurs raisons. Fait que oui, a priori, je sais que tu vas me dire, Stéphane, que c'est une question de dossier de crédit de la personne. Oui, effectivement, c'est une des causes. Mais sinon, ça peut être carrément des critères d'exclusion qui sont liés soit au domaine de l'entreprise, soit des particularités. Parfois, ça peut être quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait à temps plein sur son projet. Tu sais, qu'il y a un autre travail, qui rêve d'un petit sideline à côté, qui a une passion qui le fait vivre, puis qui se part une petite entreprise à côté de ça. Parfois, il y a des critères comme ça qui demandent d'être à 100% de son temps sur le projet d'affaires. Fait que là, il y a des gens qui nous regardent, Kim. J'ai un projet d'entreprise. J'ai été cogné à la porte de mon institution financière. Ça n'a pas fonctionné. Je peux appeler Micro-entreprendre Centre du Québec. Tout à fait. On est OK. une des ressources dans l'écosystème au Centre OK. du Québec pour appuyer les idées d'entreprise, le développement économique. Kim, là, moi, j'aimerais ça avoir 500 ou 1000 $. Je pas tant que ça, mais que je ne l'ai pas. Puis je voudrais partir, moi, à une shop de tatou. Oui. Ou un service de repas congelé servi à domicile. Merci. Tu me le donnes-tu de même? Non, Stéphane. On n'est pas une banque ou une caisse. Effectivement, il y a des démarches qui s'apparentent à nos partenaires de l'écosystème du développement économique. Donc, on monte un dossier. C'est quoi le projet? Plan d'affaires. On a des modèles disponibles, mais ça peut tenir sur une page aussi. Évidemment, il faut que quand même les intentions principales du projet d'affaires y soient, qu'on voit l'objectif, moyen, long terme, etc., pour donner une idée aussi de la viabilité du projet, de l'idée du projet, etc. Puis, il y a toutes les prévisions financières. Fait que, évidemment, on ne peut pas passer à côté de c'est un projet viable. Est-ce que la personne peut se faire vivre avec ça? Oui ou non? Sinon, ça peut être du temps partiel. Il peut y avoir plusieurs raisons que nous, on considère évidemment. Puis après ça, nous, on se base beaucoup sur l'individu, beaucoup sur la personne, l'entrepreneur. Quelle sorte d'entrepreneur est cette personne-là? Quelle est la relation qu'elle a entretenue avec nous aussi? Quel est le lien de confiance? Fait qu'il y a beaucoup de critères qui vont au-delà du projet d'affaires dans notre cas. Et là, ce que tu me dis là, est-ce que je peux, j'ai une idée. J'ai comme, je te dis, j'ai été refusé à la caisse ou à la banque, mais j'ai même pas été encore. Est-ce que je peux, quand c'est à l'étape du balbutiement, est-ce qu'on peut aller vous voir à cette étape-là? Oui, effectivement, plus c'est tôt, Parce que qu'est-ce que tu me dis là, ça va m'aider à structurer mon projet? Évidemment. OK. Donc, oui, ça peut être à l'étape de dire hey, j'ai besoin d'argent, je suis démarré, puis il me manque un fonds de roulement. Ça peut être à cette étape-là, mais ça peut être
vraiment plus précurseur aussi, que là, on va venir aider à structurer les projets d'affaires, que ce soit de l'idéation ou peu importe. Puis en passant, question un peu bête, est-ce que ça coûte quelque chose? Non, le service est gratuit. OK, oui, c'est ça. Parce que vous êtes financé financé par le gouvernement, entre autres? par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, vos services sont gratuits. Et, exemple, le plan d'affaires que tu vas faire avec moi ou avec une vous êtes combien maintenant? On est 3. 3? Oui. Et bon, vous m'aidez à faire mon plan d'affaires. Je peux-tu partir avec et aller voir la banque? Est-ce qu'il m'appartient? Ben oui. OK, est-ce Ben que oui, vous m'avez aidé à c'est- faire avec moi? C'est pas toi qui va le faire à ma place, là. Mais est-ce qu'on a travaillé ensemble? Je peux l'utiliser. Ben ça, Stéphane, là, c'est notre plus grand souhait. Ce qu'on OK. met sur papier, que l'effort que l'entrepreneur met aussi sur papier pour construire ça, pour notre demande, ben ça peut devenir un outil très intéressant, justement, sur la mise en place de son entreprise. Puis même les prévisions financières, ça l'aide. C'est un bel outil pour dire, hey, moi, cette année, j'atteins-tu mes cibles? Je m'étais dit tant de ventes par mois. Je les atteins-tu? Hey, je dépasse. Ça va bien. Je sais qu'après le 7e, 8e mois, fait que oui, au-delà de ça, pour déposer pour une demande, on le fait parce qu'il faut le faire. Mais Caroline, que ça peut être des beaux outils aussi qui nous guident. Puis quand on est entrepreneur, on a des idées, on est travaillant, mais dans la rédaction, on peut être entrepreneur et pas être un as de la plume, là, puis d'avoir des gens comme nous autres. Oui. En tout cas, toi, je te connais un peu. Tu sais écrire. C'est une Sonia petite aussi. plume. Comment oui. elle s'appelle, le nom de la troisième? Chantal. Chantal qui est aux communications, Oui, entre autres. exact. Bon, c'est du monde qui savent travailler. Là. Vous pouvez aider. Le type, y a-t-il des choses qui sont, à première vue, des projets entrepreneuriaux? C'est bien ça qu'on dit? Oui, t'es bon, Stéphane. Y a-t-il des projets, des choses qui sont exclues? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas, exemple, soumettre un projet, travailler avec vous autres? Bien, je réfère encore à notre mission. Notre mission, c'est de desservir ceux qui ont peu ou pas accès à des services qui veulent avoir de l'aide en entrepreneuriat, que ce soit financier ou accompagnement. Fait qu'a priori, si vous pouvez recevoir de l'aide, bien, soit qu'on travaille avec l'autre partenaire, parce que ça, on aime ça. Tu nous connais. Hein? On oui, est, ben, on tu est disais une équipe très écosystème. inclusive. Tu disais tantôt écosystème, dans le fond, vous pourriez travailler avec une MRC, avec quelqu'un d'une institution financière. Les SADC, Futurpreneurs, il y a beaucoup quand même. Là, l'écosystème entrepreneurial est quand même riche. Fait que nous, on aime travailler de pair là, avec ces partenaires-là. Puis on se dit, tu sais, il faut un village pour élever un enfant, bien, il faut quasiment un village aussi pour appuyer les entrepreneurs si on veut que, au final... C'est bien dit, ça. Merci, Stéphane. Mais je vais reprendre celle-là. Donc, si on est dans la légalité, on va se dire, là, on n'a pas d'exclusion à proprement dit. À proprement dit, il n'y a pas de domaine exclu. On a une politique de prêt qui exclut quand même certaines petites choses, là, qui est assez... commune, évidente, oui. Je veux développer le commerce des méthamphétamines dans le secteur de Saint-Nord-d'Aston et les environs. Non, prenez pas ce bout-là, puis prenez-le. J'ai pas dit ça, là, je donne un exemple. Mais tu sais, c'est logique. Les projets, je dirais pas, on ne veut pas en mettre un plus de l'avant que l'autre, mais des récents là, qu'on a appuyés, puis qui ont été même depuis 5 ans, qui ont été des succès, là, le petit coup de pouce, pas le petit coup, le gros coup de pouce que vous avez donné, qui a eu de l'impact. Peux-tu me donner des exemples? Oui, petit coup de pouce qui a un gros impact, tu as bien raison, c'est bien dit ça aussi. Oui, tout ce qui est comptabilité, on sait que ce soit les particuliers comme les entreprises qui sont à la recherche pour la tenue de livre, la conciliation bancaire, etc. C'est pas des choses simples nécessairement pour les entrepreneurs. Bien, ça, on aime ça, appuyer des entreprises comme ça. Fait qu'on en a quelques-unes appuyées là, de notre côté. Sinon, autant des services en esthétique, coiffure, qui font souvent face à des refus. Parce que traditionnel. J'arrive avec un projet d'intelligence artificielle, je risque peut-être plus d'être accueilli par des institutions où j'ai quelque chose de relié à la filière batterie, mais dire, bon, je veux ouvrir un salon de coiffure et les grosses institutions financières, souvent, ne sont pas là. Oui, c'est ça. Moins là. Moins là, un petit peu. Donc, c'est ça. Fait que puis, on se parlait avant la préparation de l'entrevue. Je pensais, entre autres, aux femmes immigrantes, des gens, pas souvent, pour généraliser, mais des fois, qui ont des très bonnes habiletés au point de vue culinaire, qui voudraient faire connaître la nourriture de leur culture, je me dis. Puis c'est des gens qui n'ont pas nécessairement... on parlait de love money tantôt. Leurs familles sont peut-être encore dans leur pays. Donc, ça pourrait être le type de personnes qu'on aide, ça. Oui, tout à fait.
Effectivement, jeunes. un bel exemple. Des jeunes qui n'ont pas de dossier de crédit de bâti puis qui, souvent, ils font face à un refus parce qu'ils n'ont pas d'historique encore. OK. Fait que des jeunes, puis sinon, ça peut être lié effectivement au domaine de l'entreprise. Puis je reviens à ton exemple. Justement, on a appuyé une entreprise qui s'appelle Lily Gordo. Le marché MX du côté de Drummond. Puis c'est un petit peu le cas de Lily. Elle est mexicaine. Elle voulait un peu jumeler tout ce qui était aliments québécois, mais aux saveurs du Mexique. Ramener un peu le traditionnel mexicain au-delà du Rodel Paso que nous, on connaît très bien, les Québécois. Qui est très américanisé, on va se petit peu. dire. Fait que tu sais, t'as toutes les saveurs du Mexique. T'as le réel du Mexique que nous, on connaît moins bien, les petits tacos, etc. Puis à la sauce avec les aliments québécois. Qu'on peut trouver ici. Ben oui, puis c'est au centre-ville de Drummond. OK. Donc, une belle entreprise qui livre partout à travers le Québec, qui font découvrir leurs beaux Fait qu'elle, produits. ça a pris, c'est plus qu'une petite jobine, là. C'est devenu un emploi à temps plein pour cette femme-là. Oui, Wow. 2 employés à temps plein Colin. jusqu'à date. Puis, oui. Et là, le prêt, bon, tantôt, je parlais de 500, de 1000 $. Y a-t-il des limites au prêt qu'on peut accorder? Oui, on a une limite. On s'appelle du microcrédit entrepreneurial. Notre limite, c'est du 20 000. C'est OK. 20 000 Donc, on couvre le 0,20 000. OK. Et évidemment, on emprunte, il faut rembourser à un moment donné. Est-ce qu'il y a des taux d'intérêt? Comment ça fonctionne? Oui, on a des taux d'intérêt. Là, actuellement, il est à 9 OK. Fait qu'il faut savoir que dans notre type de dossier, parce que, tu sais, on aide quand même des personnes qui ont peu ou pas accès au du crédit, fait que c'est un peu du risque. On gère Oui, du risque, oui. on va se le dire. Fait que pour des dossiers dits à risque, bien, on est dans un taux d'intérêt quand même moyen, accessible. OK. Puis ce que je retiens aussi là-dedans, oui, il y a l'argent, mais il y a l'accompagnement, puis ça vaut beaucoup de sous. Là. J'engagerais des Kim Côté, des Sonia, puis ton autre collègue, Chantal, ça me coûterait quelque chose. Tandis que là, Ça fait la différence de Oui. savoir qu'on peut prendre le téléphone, on peut rejoindre quelqu'un, ne serait-ce que pour nous rassurer ou pour dire, hey, tu sais, dans le réseau, qui je pourrais, vers quel professionnel je peux me retourner dans ces cas-là, etc. Puis on est en contact avec beaucoup de partenaires aussi qui, eux, ont parfois des accompagnements un peu plus fins que nous. Oui. Nous, on est généralistes. Oui, Fait que, parce que moi, je suis entrepreneur, toute cette affaire-là, la SADC, la CDC, le C. Ben, c'est gros. Ben, On quand peut on pas. ne connaît pas ça, fait que là, j'ai des ouvreurs de porte, des gens qui peuvent me synthétiser l'information puis qui peuvent faire cheminer mon projet. Oui, puis tu sais, quand on est entrepreneur, il faut être bon dans tout. Oui, Mais on ne peut pas être bon dans tout. On ne peut il pas. faut être bon à trouver les gens qui vont nous aider. Il faut être bon à combler nos faiblesses puis à Oui. utiliser nos forces. Puis parfois, il faut trouver justement des alliés qui vont venir nous appuyer dans ce qui est un petit peu plus difficile ou qui nous gruge du temps ou peu importe. Parlant d'alliés que vous êtes, Micro-entreprendre Centre du Québec, Kim, comment on fait pour vous rejoindre? Ben, ça, c'est très simple. On nous trouve super facilement sur Internet. Oui, On a un beau site web, Micro-entreprendre Centre du Québec, MECDQ. oui. Qui est notre abréviation également. Fait qu'on peut nous trouver très, 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 très facilement. Sinon, on a la chance d'être soutenu par des partenaires en or dans l'écosystème. Oui, Donc, qui nous vont connaissent faire bien. connaître, ben oui. Puis qui vont savoir quand vous référez à nous. Parce que je pense, entre autres, ben, tu y étais, Chantal aussi, quand je passe par la porte du Carrefour Jeunesse Emploi, à Ben oui. Nicolas Bécancourt. Ben oui. Puis là, je me dis, hey, j'ai un projet entrepreneurial, je vais voir Philippe, mettons. Ben oui, Philippe Powers. il te connaît, lui, là. Fait qu'il va référer, il dit, hey, Ouais. tu pensais, tout ça. Hein? Gratuité. Une chose que habituellement que je dis lorsque je rencontre des organismes qui sont en relation d'aide, mais c'est un peu la même chose. Moi, j'ai un projet entrepreneurial, j'ai pas le goût que ça se sache nécessairement à l'étape où je suis. Confidentialité. Ah, toujours, bien OK. sûr, bien sûr. Parce que j'ai l'idée du siècle, moi là, je veux pas que tu en dises à quelqu'un On d'autre. complète des documents, effectivement, Oui, des OK. signatures pour Très les important. dossiers. Oui. Hey, merci Kim, bien gentil. Puis n'hésite pas de nous faire connaître les activités de micro-entreprendre. Moi, merci. la porte va toujours être ouverte. Merci de souligner nos 5 ans, Stéphane. Oui, C'est apprécié. merci. On poursuit maintenant avec la ville de Bécancour qui avait amorcé un processus de consultation via des cafés-causeries et Marie-André Dupéré en discute avec la mairesse Lucie Allard. Le 14 novembre se terminait une série de cafés-causeries organisées par la ville de Bécancour. On en discute avec sa mairesse, Lucie Allard. La participation citoyenne était super importante dans votre processus. Qu'est-ce qui est ressorti des cafés-causeries? Énormément de choses, mais quelque chose de vraiment pour lequel on est très rassurés.
puis en même temps enthousiaste, c'est le fait de voir que les préoccupations citoyennes étaient parfaitement alignées avec les objectifs du conseil municipal. Donc, si on fait référence à notre charte pour une croissance humaine et durable, à nos cibles aussi de notre plan d'urbanisme. Et là, mais je peux nommer justement le fait qu'on souhaite justement une harmonisation avec le cadre bâti, une densification respectueuse. Je peux nommer également tout ce qui est en lien avec notre plan directeur pour nos parcs, nos espaces verts, notre réseau cyclable. Donc, vraiment, nos citoyens souhaitent la bonification en termes de parcs et espaces verts, en termes de sentiers, en termes de réseau cyclable. Nos citoyens souhaitent également une bonification en termes de services de proximité, de commerce de proximité. Donc, là aussi, on a différentes mesures actuellement, notamment par rapport à encourager l'achat local avec la plateforme Hello, là, qui est nouvellement, encore une fois, offert à la population. Notre programme d'aide financière là, qui est en vigueur là, jusqu'au 31 décembre prochain, qui était en vigueur depuis les 2 dernières années. Donc, ça a permis justement d'attirer de nouvelles entreprises, d'offrir de nouveaux services. Puis, on pense que le fait de pouvoir densifier, bonifier la population, bonifier notre milieu de vie, mais ça sera également attractif pour des nouveaux services et des commerces de proximité. Et on sait déjà qu'à Bécancour, le taux d'inoccupation en termes de logement est très, très bas. On ne fait pas exception à la règle, évidemment, mais on sait également qu'il y a vraiment une demande grandissante pour le besoin de logement ici, puisqu'il y a quand même un grand développement au sein du parc industriel. Donc, c'est certain que ça peut expliquer une grande partie de la croissance là, qu'on remarque actuellement. Bien, on remarque justement avec l'émission des permis là, qu'il y a vraiment une mouvance vers plus du multilogement que du résidentiel. On le voit parce que c'est vraiment une tendance nette là, si on compare le type de permis qui a été émis en 2024 versus ceux, on reculait jusqu'en 2008 où la tendance était davantage vers du résidentiel. Là, on remarque vraiment que la tendance est plus vers du multilogement, probablement dû au coût de construction, au taux d'intérêt, au contexte actuel pour le logement. Bécancour, c'est une ville verte, une ville en territoire agricole. C'est une ville de plus de 450 km², mais quand même où vraiment on voit une forte occupation de l'agriculture, par l'agriculture. Plus de 80% de notre territoire est en zone verte et la volonté vraiment du conseil municipal, c'est de conserver cette zone verte-là. Il n'y a aucun projet de développement actuellement qui prévoit une demande d'exclusion à la zone agricole. Donc, je pense que c'est parfaitement aligné avec cette volonté-là de notre population de garder le caractère rural et c'est vraiment le souhait du conseil municipal également. On est grandement préoccupés par le fait qu'actuellement, il y a vraiment finalement un manque en termes d'offres de logements qui répondraient davantage à des revenus plus modestes. Donc, ça, pour nous, c'est une grande, grande préoccupation. Est-ce que dans les nouveaux logements que vous annoncez aujourd'hui, il y en a qui sont abordables? Pour l'instant, non. C'est complètement une offre privée amenée par des promoteurs privés. Donc, il est certain qu'actuellement, c'est la partie qui nous préoccupe le plus et sur laquelle vraiment on travaille. On met tous les efforts pour arriver vraiment à pouvoir annoncer un projet intéressant. Comme on l'a vu, par rapport au bilan de la valeur des travaux de la dernière année, plus de 335 millions en permis qui ont été octroyés. Donc, c'est quand même des travaux considérables. Là, c'est plus au niveau du secteur industriel dont on parle, mais effectivement, au niveau commercial également, il y a des projets sur la table qui seraient trop tôt à ce moment-ci pour en parler. Actuellement, les citoyens qui ont fréquenté nos cafés-causeries sont déjà des résidents. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est pas quelque chose qui est ressorti nécessairement, mais n'empêche que oui, ça fait partie de nos préoccupations malgré tout parce que il y a quand même une étude là, qui est sortie dernièrement par le Comité régional en développement social du Centre du Québec où on remarque vraiment qu'à Bécancour, il y a une hausse majeure du coût des logements et lié justement au taux d'inoccupation, bien, ça confirme que nous devons avoir cette préoccupation-là par rapport au logement abordable.
On continue maintenant avec un reportage de Lynn Richard concernant une entreprise d'une dame qui s'appelle Joanne Bélanger qui propose de la lecture accompagnée d'un chien. Hein? Vous êtes curieux, moi aussi. On regarde ça à l'instant. Nous sommes le 21 novembre 2024. Je m'apprête à rencontrer Mme Joanne Bélanger avec son projet qui donne le goût de lire. Écoute, Mme Joanne, quand tu m'as vraiment présenté ce projet-là, la lecture avec le chien, j'étais vraiment émerveillée par ce concept-là. Et justement, je veux que tu me présentes ta nouvelle entreprise et aussi de quoi tu as été inspirée. Merci beaucoup, Madame Lynn. Dans le fond, c'est une entreprise qui est là depuis 1 an et demi. J'étais en préparation de retraite quand j'ai commencé à concevoir ce projet-là, donc comme enseignante en adaptation scolaire. Je voulais poursuivre, disons que je voulais continuer à apporter ma contribution à l'environnement, mais d'une façon différente. Donc, c'est à ce moment que j'ai pensé de partir ma propre entreprise avec mes animaux partenaires. Mon entreprise s'appelle Muso Lecto. La mission de Muso Lecto, c'est vraiment d'aider les enfants âgés de 6 à 12 ans de retrouver le plaisir de lire. Puis pour atteindre cette mission-là, j'offre comme 3 services et je suis accompagnée de mon chien Flavie, qui est un chien labrador qui est âgé maintenant de 5 ans, une femelle, qui est douce, solide et qui est patiente et très calme. Elle m'aide dans 3 axes d'activité, c'est-à-dire que j'ai un service qui est LAC, lecture avec le chien, où elle est en proximité avec le jeune, on est en individuel avec le chien et elle, et se crée une complicité. Le deuxième service, c'est la présentation de programmes. Je vais partir d'albums jeunesse et puis je vais développer des objectifs académiques en fonction de l'âge ou des activités de l'âge développemental du jeune. Et le troisième, c'est un service beaucoup plus adapté où je peux à ce moment-là m'asseoir avec le client et regarder ses besoins et qu'on puisse ensemble déterminer des objectifs. Puis là, à ce moment-là, moi, je vais aller en atelier et je vais créer des activités pour atteindre ces objectifs. Dans le fond, moi, la clientèle qui m'interpelle le plus, c'est les jeunes du primaire. Donc, je dirais de 6 ans à 10 ans, c'est pas mal la clientèle que je cible avec mes services. Parce que je crois que c'est là qu'on peut prédire déjà d'avance les difficultés de lecture. Donc, pour moi, agir en prévention, c'est extrêmement important. Maintenant, il y a d'autres projets possibles. Je suis actuellement sur un projet où je vais donner des ateliers de lecture et d'écriture à des jeunes enfants de préscolaire, 3 à 5 ans. Et puis, il y a aussi toute la structure et l'organisation de programmes adaptés en fonction des besoins. Les jeunes avec des besoins particuliers que je suis visée. C'est sûr que les jeunes lecteurs qui ont le goût de lire avec le chien sont les bienvenus quand même, mais l'effet bénéfique va être vraiment pour ceux qui ont des difficultés. Les recherches démontrent que c'est auprès de cette clientèle-là que la présence des chiens peut être le plus utile. Je trouve ça fascinant, mais je me demande comment tu procèdes. Là, je me dis, le chien, qu'est-ce qu'il fait, lui, à ce moment-là? Oui, sa présence, mais comment tu peux arriver vraiment à avoir vraiment un impact bénéfique, en fait, avec le chien? Pour les gens qui vont regarder, ça peut avoir l'air de la magie, mais les effets bénéfiques de la présence animale sont réels, surtout avec un chien. On peut parler de motivation, on peut parler d'abaissement des barrières. Moi, j'ai vu des enfants s'engager, des enfants vouloir communiquer, des enfants vouloir persévérer. Donc, cette magie-là, pour les gens, elle est orchestrée par la formation en zoothérapie que j'ai qui permet d'organiser et de structurer des activités d'apprentissage et de mettre à profit justement les effets bénéfiques de la présence animale. Quand un enfant a de la difficulté à lire et finalement il ne peut pas régler son problème parce qu'à chaque fois qu'il va voir un livre, lui, il sait très bien qu'il n'y arrivera pas.
Actuellement, ce qu'on peut voir dans les milieux scolaires, souvent, c'est pas la faute des mauvais intervenants, ça n'a rien à voir. C'est que veut pas, il y a une évaluation qui est faite au niveau de la lecture en classe. Donc, cette évaluation-là vient avec un lot de stress et va faire diminuer les performances des enfants. Puis un enfant qui se fait reprendre en lecture ou qui a une difficulté particulière, il va perdre la voix tranquillement parce qu'il n'aura plus le goût de parler devant les autres. Donc, c'est important de sortir la lecture du milieu scolaire, de faire des ateliers de lecture. Il y en a de toutes les sortes, mais la mienne se caractérise par le fait que j'ai l'animal avec moi pour m'accompagner. Puis ça peut rejoindre certains enfants qui sont moins sportifs ou qui ont moins grand intérêt. Donc, je vais avec cette activité-là rejoindre un certain nombre d'enfants. Donc, tu peux te retrouver autant dans un milieu scolaire, autant en bibliothèque, autant dans un groupe d'enfants, dans un organisme quelconque. Là, c'est très, très ouvert, là, ton concept, là. Donc, moi, mon mandat, c'est vraiment de rejoindre le plus grand nombre d'enfants possible et d'essayer de les faire reprendre confiance en eux par des activités où le plaisir et la collaboration va être au menu avec les animaux partenaires. Si on veut bonifier davantage, dans le fond, on peut vraiment procéder par un atelier qui peut durer 10 séances, disons. Puis là, dans le fond, tu vas travailler de plus en plus en profondeur. Que j'ai comme plein de services qui sont offerts. Vous avez, par exemple, si je donne l'exemple du service LAC, qui est Lire avec le chien, qui est un regroupement de rencontres pour 10 semaines à peu près. Entre 8 et 10 semaines, on peut obtenir un résultat efficace et c'est vraiment très aidant, mais là, c'est de la lecture individuelle que je fais avec l'enfant et le chien qui est sans jugement pour la lecture. Il y a aussi le service où je peux planifier et organiser des rencontres en fonction, par exemple, d'un album jeunesse pour développer des compétences ou développer des acquis pour le scolaire. Et il y a aussi celui où je peux tout simplement m'asseoir et être à l'écoute de mon client qui va me demander quelque chose et avec lui, on va construire quelque chose, un objectif particulier. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu nommes, parce que en plus d'aller dans ce volet-là, tu sélectionnes quand même tes livres où il y a toujours un chien là, comme acteur principal. Donc, tu travailles des différentes sphères. Puis tu fais beaucoup de recherches pour les trouver, là, ces livres. Il y a aussi le travail de recherche au niveau des programmes scolaires, quand je vais être plus au niveau scolaire, pour atteindre des objectifs qui sont directement liés au programme selon leur âge de développement. Mais il y a aussi toute la recherche de dire, OK, j'ai du matériel, j'ai un animal partenaire, comment je fais pour mettre tout ça ensemble pour que qu'il y ait un lien puis que les enfants puissent bénéficier. Donc, oui, j'ai du matériel à saveur chien, comme on dit, où là, on peut retrouver toutes sortes d'activités qui sont à la couleur d'un animal. C'est un peu ce qui démarque mes activités versus d'autres activités de lecture ou de conte ou peu importe. Ce qu'on doit vraiment souligner, tu en as un petit peu parlé, c'est vraiment le travail qu'il y a derrière tout ça. Et toi, tu es allé suivre un cours en zoothérapie avec Synergie Plumes et Poils. Donc, tu as dû aller chercher des techniques de travail pour travailler avec l'animal. Oui, il est là pour accompagner, mais en plus, qu'est-ce que je peux faire avec le chien? J'aimerais ça que tu me parles de cette aventure-là parce que c'est toute une aventure. J'ai eu la chance d'accueillir une zoothérapeute dans ma classe et là, c'est là que je parle de magie. J'ai vu de la magie parce qu'à l'époque, j'avais pas de formation. Donc, ça m'a vraiment épatée. Je voyais que les élèves qui étaient timides s'engageaient davantage. Je voyais qu'ils prenaient confiance en eux. Je voyais que leur anxiété diminuait. Je voyais qu'ils persistaient dans le travail qu'on leur demandait, mais avec le sourire et la bienveillance. Puis à ce moment-là, je voyais juste de la magie. Mais plus tard, quand j'ai suivi la formation, quand j'ai su qu'il y avait une formation qui était ouverte à Trois-Rivières, à l'école justement de Synergie Plumes et Poils, je me suis inscrite en me disant
Ça m'intéresse, moi, de créer cette magie-là. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était pas tant magique. Il y a des études, il y a des faits qui prouvent que la présence des animaux a des effets bénéfiques, mais il y a aussi tout le travail d'orchestration, de formation. C'est là que j'ai compris que c'était beaucoup plus gros et beaucoup plus de travail que ce que je m'imaginais. Maintenant, je trouve que ça en vaut la peine. C'est une formation qui dure près de 600 heures, mais j'ai beaucoup d'heures de formation continue. Je suis membre de la Corporation des zoothérapeutes du Québec. Donc, ça demande pour eux, pour être membre, il faut continuer la formation, il faut prouver qu'on est en formation continue. Puis, il faut toujours être à l'affût de notre animal aussi. Un animal, c'est un être vivant, elle va vieillir. Il faut que je m'occupe d'avoir de la relève et tout ça. Donc, oui, c'est une formation tellement enrichissante, puis ça nous apporte aussi une démarche réflexive. Comme n'importe quelle, je pense, formation en relation d'aide, ça nous fait travailler beaucoup sur qui on est, sur ce qu'on veut faire. Puis moi, c'est dans cette démarche-là qu'éventuellement, j'ai voulu développer mes services pour allier ma passion pour la lecture, mes valeurs, puis le goût de transmettre encore ma contribution dans ma communauté après ma retraite. Madame Joanne, bientôt, on va t'appeler la fée de la lecture. C'est incroyable, je trouve ça vraiment un beau projet. Parle-moi donc de Culture Centre du Québec à l'intérieur de ça. J'ai été mis en contact avec le Centre Culture du Québec parce que j'avais écrit un petit livre zoothérapeute pour les enfants. Puis, je l'ai envoyé au Centre Culture du Québec pour voir si j'étais éligible à recevoir de l'aide. Puis, c'est avec ce petit compte-là qu'ils ont dit « Oui, on peut t'aider, on peut t'accompagner ». Donc, pendant 1 an et demi, l'année dernière, j'ai vraiment participé à toutes sortes de formations encore sur l'administration, de créer ma mission, de créer mes valeurs et tout ça, de créer mon plan d'affaires. Donc, c'est par le Centre de culture du Québec que j'ai été mis en contact avec Ose Entreprendre, qui est Sonia Goulet, qui est présente là, qui m'a accompagnée aussi. Mais Centre culture du Québec, je pense à Barbara Dubuc, qui m'a aidé vraiment beaucoup, à Frédéric Roy, qui m'a accompagnée dans mes projets. Ces gens-là ont été d'une bienveillance. J'ai fait partie d'une cohorte d'artistes à ce moment-là, et ces femmes bienveillantes-là m'ont supporté aussi dans mes projets et tout ça. Donc, eux, ils m'ont aidé vraiment beaucoup à développer mon plan d'affaires, là, qu'est-ce que je voulais, ma démarche artistique et tout ça. Puis aujourd'hui, bien, grâce à ça, j'ai vraiment un document très solide. C'est tellement vrai ce que tu dis pour être moi-même travailleur autonome parce que, en fait, on a beau dire, oui, on a besoin de sous pour partir une entreprise, mais avant tout, il faut avoir nos lignes directives. On a souvent les idées en tête, on est enthousiaste, on y croit à notre projet, mais je pense qu'il y a quand même un processus, tu l'as nommé tantôt, des démarches vraiment précises. Puis, oui, effectivement, Culture Centre du Québec sont vraiment aidantes. Là, pour les gens qui nous écoutent, là, est-ce qu'on peut vous rejoindre quelque part? J'ai une page Facebook, Muzo Lecto, MUZOLECTO, @gmail.com. Vous pouvez me rejoindre en tout temps. Actuellement aussi, je voudrais souligner qu'il me reste des places disponibles avec le projet qui est chapeauté par la commission scolaire. Donc, des blocs de 6 semaines, de 6 rencontres, tout à fait gratuites pour des jeunes de 3 à 5 ans. Il me reste une plage horaire peut-être d'ici à février. Puis il me reste aussi des plages horaires dans le dernier bloc de 6 semaines, là, de avril à juin. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est que je m'adapte. Ça me fera plaisir de travailler avec vous. C'est ce qui est aussi très gagnant dans ta formule, en fait, c'est que tu personnalises vraiment, en fait, ton offre de service parce que, dans le fond, tu y vas avec le besoin. Donc, ça, c'est super intéressant. Écoute, moi, je souhaite vraiment longue vie à cette belle entreprise et je me dis que peut-être ces jeunes qui auront le goût de lire juste à cause de ce bel accompagnement-là, ce beau projet-là, seront peut-être des écrivains dans un futur. Et puis merci à tout le monde qui, depuis 1 an et demi, m'encourage. Tous les gens qui, autour de moi, manifestent l'émerveillement ou qui m'encouragent par leurs bons mots. Je voudrais les remercier. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, puis j'espère vraiment pouvoir apporter ma contribution.
Plusieurs études ont démontré que la lecture au quotidien favorise la réussite scolaire. Imaginons maintenant le chien médiateur qui pourrait permettre à l'enfant d'améliorer sa motivation pour ensuite vivre de grandes réussites scolaires. Un projet qui promet. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Il y a des gens d'impliqués dans notre communauté et des gens impliqués, entre autres, lorsqu'il y a des situations d'urgence. Dans le cadre du projet La Vie à Bécancour, Lynn Richard a rencontré une responsable de la Croix-Rouge. On regarde ça à l'instant. Bienvenue à La Vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la Ville de Bécancour. Je suis présentement à Saint-Angèle-de-Laval et je viens vous parler de la Croix-Rouge, un organisme précieux ici chez nous. Alors là, je suis présentement en compagnie de Véronique Adam, qui est ici responsable, en fait, de l'équipe de la Croix-Rouge. Peux-tu, écoute, m'expliquer, là, la Croix-Rouge, là, à Bécancour, ça existe depuis combien de temps? Écoute, j'ai pas trouvé l'information concernant le service à Bécancour, mais ce que je peux mentionner, c'est que les sociétés de la Croix-Rouge ont été fondées en 1896, partout au Canada. Okay. C'est la Première Guerre mondiale qui est un tournant majeur en positionnant principalement la Croix-Rouge comme organisme d'aide humanitaire en temps de guerre partout au Canada. En 1996, les 100 ans de la Croix-Rouge, l'appellation a changé pour le nom qu'on connaît actuellement, qui est la Croix-Rouge canadienne. Comment fonctionne ce service? En fait, moi, je suis une bénévole EISI. C'est une équipe d'intervention de services individus. Je vais parler de ce côté-là. Dans le fond, quand il y a un incendie, les services incendies vont communiquer avec la Croix-Rouge canadienne pour faire une demande de service. Suite à ça, la Croix-Rouge, la centrale d'appel, va communiquer avec le responsable des bénévoles du secteur. Une équipe de bénévoles va être déployée pour aller rencontrer les sinistrés un à un pour évaluer les besoins d'urgence pour une période de 72 heures. Quand on parle de besoins d'urgence, on va retrouver surtout l'alimentation, l'hébergement, l'habillement. On offre aussi, il y a des montants qui peuvent être distribués pour le transport, les services personnels. C'est vraiment individuel à chacun, étant donné qu'il faut évaluer les besoins. S'il y a un chien guide, il y a des montants qui peuvent être attribués pour le chien guide aussi. Donc, ce que je comprends, c'est quand même, vous intervenez dans plusieurs situations, comme tu parlais de sinistrés. Ça peut être inondation, ça peut être, je sais pas moi, une tornade, comme une personne qui est égarée à quelque part, qui est perdue. Oui, il y a beaucoup d'interventions qui peuvent être faites. Il y a un autre groupe aussi qui s'appelle les EIU. C'est les équipes d'intervention d'urgence. Quand on voit là, comme les incendies ou ce que c'est majeur ou les déversements de train, c'est des bénévoles qui ont une double fonction, qu'eux qui sont habilités pour intervenir auprès des individus, mais aussi pour les grosses urgences. Puis là, Véronique, est-ce que ça veut dire que vous intervenez, parce que vous avez quand même plusieurs partenaires, on parle de bénévoles, mais on parle aussi des pompiers? Bien, c'est une collaboration avec les pompiers. Dans le fond, c'est eux qui sont les premiers à se rendre sur les lieux. Fait que souvent, s'ils connaissent l'organisme de la Croix-Rouge et ce qu'on offre comme service, on peut aller rencontrer les sinistrés plus rapidement grâce à eux. Ils sont vraiment les chefs de file là, dans l'événement. Oui. D'accord. Écoute, en fait, qui peut bénéficier aussi de ce service? On parle des sinistrés. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ce service? En fait, c'est toutes les personnes qui sont contraintes de quitter le domicile, que ce soit pour les incendies, que ce soit les inondations, des fuites de gaz, la météo extrême, comme on a connu il y a plusieurs années, le verglas. Ça peut être aussi des pertes de services publics prolongées. C'est toujours en fonction des ententes avec les municipalités. La Croix-Rouge ne fait pas de discrimination, que la personne soit pauvre ou qu'elle ait un bon revenu, qu'elle ait des assurances ou pas. Quand les gens ont besoin, la Croix-Rouge, elle est là. C'est merveilleux. Donc, vous vous déployez, puis vous déployez vos services pour essayer de trouver toutes les ressources nécessaires pour ces gens dans le besoin. Oui, effectivement, quand on rencontre les sinistrés, on s'informe aussi sur le volet moral, comment ils se sentent. C'est pas juste de vérifier le côté matériel, on vérifie aussi le côté social et le côté moral. On vous voit des fois dans les événements.
Oui, il y a certaines organisations qui demandent la Croix-Rouge pour assister côté médical, mais aussi, moi, en tant que responsable, j'ai communiqué avec le service incendie pour qu'on puisse avoir une figure sur nos citoyens qui puissent apprendre à nous connaître puis aussi recruter des bénévoles. Quel processus faut-il suivre pour rejoindre l'équipe? Disons que moi, je voudrais être bénévole. Pour devenir bénévole pour la Croix-Rouge canadienne, première des choses, on doit être majeur, fait que ça prend 18 ans. Ensuite, vous pouvez aller sur le groupe de la Croix-Rouge qui s'appelle Humanité, Humanit majuscule. Il y a un onglet qui c'est marqué « Devenir bénévole ». Vous vous inscrivez. Suite à ça, il y a des entrevues qui sont faites pour vérifier ce que vous pouvez apporter. Et si vous êtes retenu, il y a des formations qui sont données afin de bien comprendre et bien utiliser les formulaires quand on rencontre les sinistrés. Très intéressant. Puis, dans le fond, j'imagine qu'il faut avoir quand même une base là, de secouriste et tout, parce qu'il faut avoir des connaissances. Là. Si vous n'avez pas la base comme secouriste, vous pouvez faire la formation avec la Croix-Rouge. Combien de bénévoles composent actuellement la cohorte? Pour l'équipe de Bécancour, nous sommes 5 merveilleux humains qui sont bénévoles pour la MRC, mais le Centre du Québec est composé de 40 bénévoles, autant EISI, et il y en a 8, si je ne me trompe pas, qui ont la double fonction, qui sont EIU aussi. D'accord. Puis là, dans le fond, vous, la Croix-Rouge, la centrale est ici à Bécancour. En fait, dans chaque ville, il y a des responsables. La centrale, elle va être à Montréal, ça va être des bénévoles de garde qui vont recevoir des appels. Il y a Trois-Rivières, des fois, qui vont venir en renfort. Il y a aussi Nicolet. On a vraiment des responsables et des bénévoles pour chaque secteur, mais on essaye de s'entraider, étant donné que c'est bénévole et que c'est pour aider nos citoyens. On se donne un coup de main de ville en ville. L'union fait la force, la solidarité. Exactement. Est-ce qu'il y a des coûts d'associés, en fait, si j'ai besoin de ce service-là? Il n'y a aucun coût associé pour les personnes qui utilisent la Croix-Rouge. En fait, je voudrais remercier nos généreux donateurs parce que c'est grâce à eux si la Croix-Rouge peut encore opérer et aider les personnes dans le besoin. Puis, qui sont ces donateurs-là? Est-ce que c'est des partenaires à grande échelle? Ça va être les gens qui vont faire des contributions. Des fois, il y a des campagnes de financement. Monsieur, madame, tout le monde peut donner un 2 un 10 un 15 Puis est-ce que vous avez des partenaires? Nous, on a des partenaires. Si la carte prépayée ne fonctionne pas, si on doit envoyer une facture papier, on a besoin d'entente avec des partenaires au niveau de l'habillement, de l'alimentation, de l'hébergement. Très bien. Puis à ce moment-là, vous faites affaire avec? Bien, ça va être dans les villages, dans les villes, les commerces qui sont d'accord d'être partenaires avec la Croix-Rouge. Ça n'a pas toujours été facile pour la Croix-Rouge parce que ça fonctionne avec les dons, mais c'est vraiment l'impassé. Je pense que c'est le fait que tout le monde participe qui amène une grandeur aussi exceptionnelle à l'organisme. Bravo. Puis toi, Madame Véronique, ton grand rôle dans tout ça? Moi, j'ai rejoint l'équipe de la Croix-Rouge, ça fait maintenant 4 ans. J'ai été 3 ans à opérer tous les chapeaux. Nous avons maintenant, comme je disais tantôt, une super de belle équipe. Mon rôle à moi, dans le fond, c'est maintenant d'accompagner mes bénévoles, les former pour qu'ils soient à l'aise sur le terrain. C'est fabuleux. Puis qu'est-ce qui t'a inspiré à t'impliquer? J'ai vu passer ça sur Spotted Bécancour, puis je trouvais triste qu'il n'y ait personne qui s'implique, parce que je trouvais que c'était un organisme qui était vraiment important dans la région. Alors, j'ai fait abstraction de la famille, j'ai fait abstraction du travail et j'ai décidé de m'impliquer dans l'organisme. Bien, vraiment, je tiens à te féliciter, Véronique, pour cette belle implication-là, cette précieuse implication, toi, avec tes bénévoles. Alors, merci énormément de faire cette différence ici à Bécancour. Ça nous fait plaisir. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Beau prix remporté par les bénévoles de la Bibliothèque de Parisville. On regarde une entrevue à ce sujet-là. « 5 décembre 2024. Je me trouve présentement à Parisville, directement de la bibliothèque Les Grands Champs. Aujourd'hui, c'est une journée de célébration puisqu'on accueille les tout-petits à la bibliothèque pour la fête de Noël avec mandoline. On a aussi quelque chose d'important à célébrer, un grand prix qui vient tout juste d'être gagné. Et pour nous parler de ce prix, j'accueille Martine Vézina et aussi Louise Baudette, des bénévoles précieuses.
Alors les voici. Je commence avec toi, Martine. C'est un beau prix provincial prestigieux que vous avez gagné ici à la bibliothèque. Parle-moi de ce prix-là. Hey, c'est un prix qui vient d'un travail extraordinaire de partenariat. Dans le fond, c'est à partir de 2 jeunes qui sont dans notre comité de bibliothèque qui ont dit, pour aller rejoindre, justement, on cherchait à aller rejoindre les plus jeunes, on devrait faire un salon du livre. Alors, le comité, tout le monde a embarqué, malgré le fait qu'on savait que ce serait une somme de travail quand même très, très, très importante. Ce qui nous a aidés, en fait, c'est qu'on est allé chercher plein de partenaires. On est allé vers Culture du Centre du Québec pour aller chercher des noms d'auteurs, la Maison créative de Bécancour, qui, eux, ont organisé un atelier de création collective que les gens, d'ailleurs, autant les auteurs que les participants ont adoré. On avait un atelier avec Guillaume Demers, qui est un auteur quand même connu par ici, et Gabriel Lépine, qui est un artiste multidisciplinaire. Ils ont organisé un atelier pour les plus jeunes, 6 à 12 ans. On avait une enseignante de déchéance, Stéphanie, qui, elle, a organisé un conte pour les enfants. Et on avait Mme Suzy Desrosiers de la maison d'édition Les Carnets d'Anne Plume, qui, elle, organisait un atelier pour montrer comment on crée un livre. Alors, on se trouvait à rejoindre vraiment tout le monde, tous les tranches d'âge, c'est ça qu'on voulait. Et on a eu 20 auteurs, quand même, qui sont venus pour la journée pour notre première édition. Et on a entendu dire souvent qu'ils ont préféré ce qu'ils ont aimé beaucoup, beaucoup de notre salon du livre, c'était la chaleur. C'était le côté vraiment accueillant. Ça, c'était important pour nous, autant à l'accueil, autant pendant la journée, on veillait, on les avait même payé un dîner. Et on avait M. Jean-François Bienvenu, qui est le conseiller de la municipalité, qui est associé à la bibliothèque, si tu veux. Et lui, il a animé toute la journée. Donc, on a présenté chaque auteur, il nommait quand il y avait un atelier. Alors, c'était quand même très, très complet. Et évidemment, on a eu la municipalité qui nous a offert la salle gratuitement, qui nous a fait la publicité. On a eu l'organisme Le Pays aussi qui est venu. Eux, ça a donné qu'il y avait un lancement du livre à faire. Alors, on les a invités chez nous, ils sont venus faire ça sur place. Alors, ça a été une journée, un beau partenariat. Puis je pense que c'est ce qui a fait aussi la chaleur de cette journée-là, tout le côté, la force absolument, puis le côté accueillant, le côté sympathique, le côté... On voulait être dans la simplicité aussi. On voulait vraiment mettre nos auteurs de chez nous de l'avant. Et ça a été vraiment une journée magnifique. Vous avez reçu environ combien de visiteurs? 168. Oui. Pour une petite municipalité de un petit peu plus de 500 habitants, là, on en est vraiment content, vraiment fiers. Mais vraiment, puis c'est drôle, je confirme tellement, vous parlez de chaleur, d'accueil, c'est vraiment votre force. Moi, ça fait quand même plusieurs années ici, en tant que mandoline, que je viens vous visiter pour les contes interactifs et c'est toujours ce que j'ai ressenti, cet accueil-là, cette disponibilité-là, cette façon aussi de vouloir maximiser la bibliothèque pour vos citoyens, pour les tout-petits, parce qu'on s'entend que nous, on accueille avec Mandoline les tout-petits, donc c'est fabuleux de voir votre travail derrière tout ça. Qu'est-ce que vous auriez ajouté? Parce que là, vous étiez quand même à l'Assemblée pour accueillir ce prix-là. Oui. À l'Assemblée nationale, qu'on est allé en dernier, mais ça a commencé par le régional. On a gagné au régional. À l'Assemblée générale annuelle du régional, du réseau Biblio à Trois-Rivières. Fait qu'on a gagné là le prix de complicité avec tout ce qu'on a présenté. Puis à la suite de ça, le réseau a dit, vous devriez présenter ça à la Bibliothèque nationale. Ça fait qu'on l'a présenté à la Bibliothèque nationale, qui est le Gabriel-Leroy de Québec. Mais on ne pensait pas. Là, on a dit, nous autres, la petite municipalité qu'on est, puis tout ça. Mais on a gagné aussi. On a gagné le prix de là, puis tout ça. Ça fait que c'était une soirée de gala, puis on est allé tout ça. Là, on est allé plusieurs aussi, là, les bénévoles, on est allé plusieurs recevoir ça. À la suite de là, Donald Martel, qui est notre député du comté, a dit c'est rare que ça arrive, ces choses-là, dans une petite paroisse. Fait qu'il dit on devrait aller à l'Assemblée nationale. Ça fait que c'est là qu'on s'est ramassé à l'Assemblée nationale. On a passé une journée extraordinaire là. Il nous a présenté à l'Assemblée nationale. Lui, il a lu notre texte. Là. Puis on a été présentés, on a été applaudis en grande pompe, comme on dit, là. Vous avez été acclamé, vous vous êtes démarqué, vous l'avez nommé, une petite municipalité, faire de grandes choses, réaliser de grandes choses. On constate vraiment la solidarité derrière tout ça. Alors, ça méritait vraiment d'être célébré. Alors, je pense que vous avez vraiment raison de ressentir cette belle fierté. Puis à l'Assemblée nationale, on a passé la journée là avec M. Martel, puis tout ça. Il nous a dirigés dans l'Assemblée. On a visité l'Assemblée nationale, puis tout ça. Puis on est 8 bénévoles qui est allés cette journée-là.
Il y en a qui travaillaient, ils ont pris leur journée de congé. Il y en a qui étudiaient. On a une fille qui est au cégep, elle a pris sa journée de congé pour venir avec nous autres. Vous parlez de 8 bénévoles. Vous êtes combien en tout dans votre comité? On est 11 bénévoles en tout. Avez-vous des beaux projets qui s'en viennent? Là, parce que là, on entame bientôt 2025. Après avoir reçu un prix comme ça, j'imagine, ça doit être très stimulant, là. Oui, on va probablement refaire le rendez-vous du livre, mais ça va être à l'automne comme d'habitude, mais là, ça va faire 2 ans, là. Parce qu'on a dit qu'on ne fera pas ça toutes les années, là, pour laisser le temps aussi. C'est ça. Vous êtes déjà enclin de pouvoir déjà préparer un autre événement semblable à celui-là. Oui, c'est ça. On va essayer de rejoindre peut-être d'autres auteurs, là, d'autres qui vont venir du coin. Il y en a qui, je pense, qui ont donné leur nom, qui voudraient revenir aussi, là. Je pense qu'il y en a plusieurs qui disaient on va revenir, on était bien accueillis. Qu'après la rencontre, on a envoyé un formulaire d'évaluation à tous les auteurs pour avoir justement le pouls de qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé. Donc, on va pouvoir, là, en plus, améliorer la rencontre en fonction des commentaires qu'ils nous ont faits. Alors ça, je pense qu'il y a un plus aussi, là. Bien, moi, je tiens à vous féliciter, mesdames, pour ce beau prix prestigieux, ainsi que Mme Diane Auger, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais je sais à quel point vous êtes vraiment de cœur dans votre municipalité, à votre bibliothèque. Alors, continuez ce beau travail-là. C'est vraiment un beau cadeau que vous faites à votre secteur ici à Parisville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas tant d'activités culturelles dans notre municipalité et même dans notre coin. Fait que, en tout cas, nous, on trouve ça important aussi d'en développer, qu'on ne soit pas obligé d'aller très loin et que ce soit gratuit. C'est comme pas mal dans nos critères premiers, la gratuité pour les gens qui puissent venir aussi. Super. Alors, la bibliothèque se démarque à Parisville. Félicitations! Merci. Merci. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. On a des bénévoles partout, hein, on le voyait tantôt. On en a dans les écoles, entre autres à l'école Arc-en-Ciel. On regarde un reportage à ce sujet-là maintenant. En collaboration avec le Centre de services scolaires de la Riveraine, je suis heureuse de vous présenter ce reportage tourné à l'école Arc-en-Ciel de Sainte-Monique, où on y trouve des bénévoles généreux de tous âges. Oui, un projet qui est en branle depuis déjà 3 ans. On est dans notre 3e année. J'ai démarré ça à l'aide de ma fille aussi, Andréane, qui a 2 garçons ici, dont mes petits-fils fréquente l'école Arc-en-Ciel. Et donc, c'est ça, c'est un projet qu'on a démarré. Il y avait une demande de parents. On avait fait un sondage. Il y avait une demande venant des parents. Que ça serait bien d'avoir des repas chauds servis ici. Et on a pu concrétiser la chose avec un traiteur qui vient de Nicolette. C'est l'épicerie Les Délices d'Audrey-Rainville, au centre-ville à Nicolette, qui fournit les repas chauds. Et nous, nous avons amassé des grands-parents et des parents pour faire le service et laver la vaisselle. Oui, c'est ça, ça demande des bénévoles, c'est 3 fois par semaine. Oui, c'est ça, lundi, mercredi et vendredi. Là, la gang, les derniers dîneurs qui rentrent dehors. Donc, c'est ça, c'est 3 jours semaine qu'on offre le dîner chaud. Et les jeunes peuvent aussi commander des sandwichs pour le mardi et le jeudi, qui viennent aussi du traiteur. Est-ce qu'il y a des futurs projets en cours, des idées pour la cafétéria? On aurait comme projet d'implanter un concept qui est en action présentement dans 17 régions du Québec. C'est un projet qui est mené par la Cantine pour tous. C'est parti de Montréal et eux, avec des organismes communautaires, distribuent des repas chauds dans les écoles. Et donc, on aimerait bien implanter ce service
dans notre région, c'est la région de la commission scolaire de la Riveraine, en tout cas, et ce qui nous permettrait d'offrir des repas à tarification sociale, qu'ils appellent. Donc, tarification sociale, les parents pourraient payer aussi peu $1 et le restant est subventionné. C'est un projet qui est au en marche, qu'on essaye d'implanter. On espère qu'un jour que ça se concrétisera. C'est ça. Et en ce moment, la cuisine serait fonctionnelle aussi. Il y a un four si jamais il pouvait y avoir un projet de cuisinier. Oui, c'est ça. On pourrait avoir sûrement, s'il y a quelqu'un qui est intéressé à venir apprendre ça en charge, d'en faire un commerce, de venir s'installer ici dans l'école. Tout est fonctionnel, chambre froide, le four qu'on a fait réparer. Et on invite le monde. S'il y a quelqu'un, une personne qui veut prendre ça, on aimerait ça aussi. C'est un des projets. Ça pourrait être quelqu'un qui cuisine ici, avec des produits de la région. Ça pourrait être intéressant pour quelqu'un. Ça fait partie de ça. Parlant de produits de la région, on a eu, je pense, toute l'année des légumes du coin. On essaye le plus possible d'aller chercher des ingrédients locaux. Oui, c'est ça. Nous, on bonifie le repas que le traiteur nous amène avec des fruits et des légumes. Et c'est ça, c'est une maraîchère de la région. C'est la ferme maraîchère La Gauloise, duquel on achetait les légumes pour compenser un peu, pour augmenter la valeur alimentaire du repas. Et là, ça a été vendu, mais il y a un repreneur qui a pris ça et ça va continuer au printemps prochain et à l'été prochain. Fait que c'est ça, on est dans les achats locaux, circuits courts, comme on offre aussi des pommes en collation toujours toute la semaine aux jeunes. Et c'est des pommes qui viennent du verger Nicolette au Grand Saint-Esprit. Donc, encore là, on est en circuit court et achat local. Et outre les jeunes qui font des limonades l'été et qui vendent du popcorn à la fête du village, on a aussi des donateurs pour faire fonctionner cette cafétéria? Oui, on ramasse des fonds. On demande en tout cas de l'aide monétaire. Ici, à l'école, il y a des jeunes de 3 municipalités qui viennent ici, Sainte-Monique, Grand Saint-Esprit et Nicolette. Donc, les 3 municipalités nous financent un bout. Les optimistes financent aussi, les Chevaliers de Colomb. Donald Martel, cette année, a donné. On a des particuliers aussi qui donnent de temps en temps. On vient de recevoir aussi un don de Jean Coutu cette année qui s'est offert de nous aider. Donc, c'est ça. Avec ça, ben, on donne de l'alimentation saine à tout le monde aussi. Là. C'est dans ce sens-là que... C'est à ça que ça sert, en tout cas, l'argent. Et c'est ça, pour aider le monde un peu. Il va y avoir également un dîner de Noël offert aux élèves de l'école, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Là, vu qu'on a réussi à faire réparer le four, je vais me servir de mon expérience parce que j'ai été boulanger pendant une vingtaine d'années. Je vais faire avec l'aide des bénévoles. On va faire des pizzas pour tout le monde, que ça va être offert gratuitement aux élèves et aux enseignantes aussi, à la direction, tout le monde. Là. Fait qu'on a bien hâte d'essayer ça, ce four-là, puis faire de la pizza pour tout le monde. Alors, on est ici à la cafétéria de l'École Arc-en-Ciel. Ce midi, vous avez remis les sous à la cafétéria, justement. Une belle initiative avec des jeunes. Oui, exact. Dans le fond, ça a parti d'une idée un peu folle avec les enfants qui voulaient donc faire un kiosque de limonade. Donc, on s'est dit pourquoi pas leur faire le kiosque de limonade, puis remettre les sous à la cafétéria. Ça fait 2 ans que le projet est en cours? Exact. Ça fait 2 ans que moi et mon amie Marie-Claude, qui est aussi sur le comité là, citoyen, on s'est dit, bon, ben go, on embarque ensemble, puis on fait vivre ça aux enfants. Puis les jeunes sont fiers, on les a vus tantôt, ils sont plusieurs aussi. Oui, ils sont plusieurs, puis ça fait 2 ans que c'est les mêmes qui nous redemandent là, de refaire l'activité. Donc, on prépare la 3e édition. Donc, il y a toujours des bénévoles qui sont demandés, qui sont les bienvenus, en fait. Oui, exact. On est toujours à la recherche de bénévoles. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette version de l'info et on se dit à la prochaine.